le cliquetis des fourchettes sur la porcelaine, le murmure des conversations, le rire cristallin de ma mère, autant de sons familiers qui, ce soir-là, résonnaient comme une cacophonie assourdissante dans ma tête. Assise à la grande table, en bois massif de notre salle à manger parisienne, je me sentais comme une étrangère, un fantôme invisible au milieu de ma propre famille. L'odeur du poulet rôti, d'habitude si réconfortante, me soulevait le cœur. Chaque bouchée me semblait lourde, indigeste, comme si mon estomac refusait d'accepter cette normalité forcée, cette façade de bonheur parfait que nous nous efforcions tous de maintenir. Mes yeux balayaient les visages autour de moi. Mon père, absorbé par son assiette, ma mère, souriante mais le regard un peu trop vif, et puis elle, Clara, ma sœur, mon antithèse. Elle était là, rayonnante comme toujours. Ses cheveux blonds, parfaitement coiffés, encadraient un visage sans défaut, illuminé par un sourire éclatant. Clara, l'aînée, la brillante, la réussite incarnée, diplômée avec mention, carrière fulgurante dans la finance, mari parfait, enfant modèle. Tout ce que je n'étais pas, ou du moins, tout ce que je ne semblais pas être. Depuis notre enfance, la comparaison était une ombre constante, un poids invisible qui pesait sur chacune de mes actions, chacune de mes décisions. Clara a toujours été plus douée pour les études. Clara est tellement organisée. Clara, elle, sait ce qu'elle veut. Des phrases anodines, prononcées avec bienveillance, mais qui, au fil des ans, avaient creusé un sillon profond dans mon estime de moi, me laissant avec le sentiment persistant d'être insuffisante, de ne jamais être à la hauteur. Ce soir-là, la tension était palpable, une fine couche de glace sur l'eau apparemment calme. J'avais passé une journée particulièrement difficile, une de ces journées où chaque geste est un effort, où la fatigue vous colle à la peau, comme une seconde peau, où le cerveau refuse de coopérer, noyé dans un brouillard épais. J'avais fait de mon mieux pour masquer ma lassitude, pour forcer un sourire, pour participer aux conversations, mais je sentais mes forces m'abandonner, mon énergie s'épuiser à chaque mot prononcé, à chaque rire forcé. J'avais juste envie de m'enfuir, de me cacher sous ma couette, de laisser le monde et ses attentes derrière moi. Et puis, la phrase est tombée. Lancée avec une légèreté désarmante, une pointe d'agacement à peine voilée, comme une flèche empoisonnée, qui a atteint sa cible en plein cœur. Nous parlions de mes difficultés récentes à trouver un emploi stable, de mes projets artistiques qui peinaient à décoller, de cette impression constante de stagner, de ne pas avancer. Ma mère, avec sa gentillesse habituelle, tentait de me rassurer, de minimiser mes échecs, de me rappeler mes qualités. Mais Clara, elle, n'a pas pu s'empêcher. C'est pour cela que ta sœur est meilleure que toi. Le monde s'est figé, le cliquetis des fourchettes s'est tu, les rires se sont éteints. Seul le battement frénétique de mon propre cœur résonnait dans mes oreilles, un tambour de guerre annonçant la défaite. Le sang a afflué à mes joues, une chaleur brûlante qui contrastait avec la glace qui venait de se former dans ma poitrine. J'ai levé les yeux vers elle, cherchant une trace de malice, de regret, de compréhension. Mais il n'y avait rien, juste un regard légèrement exaspéré, comme si elle venait de prononcer une vérité universelle, une évidence que tout le monde connaissait, sauf moi. Les mots étaient simples, mais leur impact fut dévastateur. Ils ont percé ma carapace, touché la plaie à vif, rouvert une blessure que je m'efforçais de cacher, de soigner en secret. Ils ont confirmé toutes mes peurs, toutes mes insécurités, toutes ces voix intérieures qui me murmuraient chaque jour que je n'étais pas assez, que je ne serais jamais assez. J'ai senti les larmes monter, brûlantes, piquant mes yeux, mais je les ai ravalées avec force, avec une détermination farouche. Pas ici, pas devant eux, pas devant elles. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction, cette preuve de ma faiblesse, de ma vulnérabilité. Mon père a toussé, un son gêné, tentant de briser le silence pesant. Ma mère a posé une main sur mon bras, un geste de réconfort silencieux, mais je l'ai à peine senti. Mon corps était engourdi, mon esprit ailleurs, prisonnier de cette phrase, de cette humiliation publique. Je voulais crier, hurler ma frustration, ma douleur, mon incompréhension. Je voulais lui dire « Mais tu ne le sais pas. Tu ne sais pas ce que je traverse, ce que je porte, ce que je sacrifie chaque jour. » Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge, un nœud serré qui m'empêchait de respirer, de m'exprimer, de me défendre, car elle ne le savait pas. Elle ne savait pas que derrière mon sourire forcé, ma fatigue apparente, mes échecs professionnels, se cachait un secret lourd,
Un fardeau invisible qui pesait sur chacune de mes actions, chacune de mes pensées. Un secret que je portais seule, en silence, pour les protéger, pour ne pas les inquiéter, pour ne pas être un poids supplémentaire. Un secret qui expliquait tout et qui rendait cette comparaison, cette phrase, d'une cruauté insoutenable. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, le poulet rôti semblant soudainement repoussant. Mon cœur battait toujours la chamade, mais c'était un battement sourd, lourd, comme un glas funèbre. La soirée s'est poursuivie dans une atmosphère tendue, les conversations reprenant timidement, mais la magie était brisée, l'innocence perdue. Je me sentais plus seule que jamais, isolée dans ma douleur, dans mon secret, dans cette incompréhension qui me rongeait de l'intérieur. La phrase de Clara résonnait en boucle dans ma tête, martelant ma conscience, me rappelant ma place, ma prétendue infériorité. Mais au fond de moi, une étincelle de rage s'est allumée, une détermination nouvelle. Elle ne savait pas. Mais peut-être qu'il était temps qu'elle sache. Peut-être qu'il était temps que la vérité éclate, même si cela signifiait tout faire exploser. La nuit qui a suivi fut longue et agitée, peuplée de cauchemars où les mots de Clara résonnaient en écho, me poursuivant sans relâche. Je me suis levée à l'aube, le corps lourd, l'esprit embrumé, comme si je n'avais pas dormi du tout. Chaque muscle me faisait souffrir, chaque articulation craquait, une douleur sourde et persistante qui était devenue ma compagne fidèle depuis des années. C'était ça, mon secret. La raison pour laquelle je me sentais constamment épuisée, la raison pour laquelle mon cerveau refusait parfois de fonctionner correctement, la raison pour laquelle j'avais l'impression de nager à contre-courant, dans un monde qui exigeait une énergie que je n'avais tout simplement pas. Il y a 5 ans, ma vie avait basculé. J'avais 25 ans, pleine d'ambition, de rêves, d'une énergie débordante. Je venais de terminer mes études d'art, prête à conquérir le monde avec mes pinceaux et mes toiles. Et puis, les premiers symptômes étaient apparus, insidieux, sournois. Une fatigue écrasante qui ne partait jamais, même après des nuits de sommeil. Des douleurs musculaires et articulaires qui migraient d'un endroit à l'autre, sans raison apparente. Des maux de tête lancinants, une sensibilité accrue à la lumière et au bruit, et surtout, ce brouillard cérébral, cette difficulté à me concentrer, à me souvenir des choses, à formuler mes pensées. Au début, j'avais mis ça sur le compte du stress, de la vie d'artiste, des nuits blanches passées à créer. Mais les symptômes s'étaient aggravés, devenant de plus en plus invalidants, de plus en plus présents. Les mois qui ont suivi ont été un véritable enfer. Des visites chez des dizaines de médecins, des examens sans fin, des diagnostics contradictoires, des regards sceptiques, des phrases qui résonnaient comme des condamnations, c'est dans votre tête. Vous êtes juste stressé. Faites du sport, ça ira mieux. Je me sentais incomprise, seule, folle. Mon corps me trahissait, mon esprit me jouait des tours et personne ne semblait me croire. Jusqu'au jour où, après des mois d'errance médicale, un spécialiste a enfin posé un nom sur ma souffrance. La fibromyalgie. Une maladie chronique, invisible, qui affecte les muscles, les articulations, le sommeil, la mémoire, l'humeur. Une maladie dont on ne guérit pas, mais dont on apprend à gérer les symptômes. Le diagnostic fut à la fois un soulagement et un coup de massue. Un soulagement car je savais enfin que je n'étais pas folle, que ma douleur était réelle. Un coup de massue, car cela signifiait que ma vie ne serait plus jamais la même. Mes rêves d'artiste, de voyage, de vie trépidante, se sont heurtés à la dure réalité de la maladie. La fatigue était devenue ma compagne constante. Le brouillard cérébral un voile permanent sur mes pensées. La douleur une ombre persistante. J'ai dû abandonner certains projets, refuser des opportunités, ralentir mon rythme, apprendre à écouter mon corps, à respecter ses limites. Et c'est là que le secret a commencé. J'ai décidé de ne rien dire à ma famille. Pas à mes parents, qui s'inquiétaient déjà tellement pour moi, pour mes difficultés à trouver ma place dans le monde. Pas à Clara, qui brillait de 1000 feux et qui, je le savais, ne comprendrait pas. Comment expliquer une maladie invisible, une douleur que personne ne peut voir, une fatigue que personne ne peut mesurer? J'avais peur de leur pitié, de leur inquiétude, de leur jugement. Peur d'être perçue comme faible, comme incapable, comme un fardeau. Je voulais les protéger, les épargner de cette angoisse, de cette tristesse. Et je voulais me protéger moi-même, maintenir une façade de normalité, de force, de contrôle. Alors, j'ai appris à vivre avec, à masquer ma douleur, à cacher ma fatigue, à simuler une énergie que je n'avais pas. J'ai développé des stratégies pour compenser mes difficultés de concentration, pour masquer mes oublis, pour paraître normale.
Je me suis isolée, refusant des invitations, évitant les situations qui me demandaient trop d'énergie, trop d'efforts. Mes amis ont commencé à s'éloigner, ne comprenant pas mes absences, mes sautes d'humeur, mon manque d'enthousiasme. Ma carrière artistique a stagné, car la création demande une énergie, une clarté d'esprit que je n'avais que par intermittence. Et pendant ce temps, Clara continuait de briller. Ses succès étaient autant de rappels de mes propres échecs, de mes propres limites. Chaque fois qu'elle parlait de ses journées intenses au bureau, de ses voyages d'affaires, de ses projets ambitieux, je me sentais rapetissée, me sentais coupable de ne pas être comme elle, de ne pas pouvoir suivre son rythme effréné. Je l'admirais, bien sûr, mais cette admiration était teintée d'une amertume secrète, d'une jalousie sourde. Elle avait la vie que j'aurais pu avoir, la vie que j'avais rêvée, avant que la maladie ne vienne tout bouleverser. La phrase de Clara, « C'est pour cela que ta sœur est meilleure que toi », n'était pas seulement une pique, une humiliation. C'était la confirmation de tout ce que je craignais. Elle voyait mes difficultés, mes échecs, ma fatigue, et elle les interprétait comme une preuve de ma faiblesse, de mon manque de volonté, de mon incapacité à réussir. Elle ne voyait pas la bataille que je menais chaque jour, le courage qu'il me fallait pour simplement me lever le matin, pour affronter le monde, pour simuler une vie normale. Elle ne voyait pas la douleur constante, le brouillard qui enveloppait mon esprit, la lutte incessante contre mon propre corps. J'avais choisi de porter ce fardeau seul, de souffrir en silence, de me sacrifier pour leur tranquillité d'esprit. Mais ce sacrifice avait un prix. Le prix de l'incompréhension, de la solitude, du jugement. Le prix de cette phrase, lancée avec une légèreté cruelle, qui avait brisé le peu de confiance en moi qu'il me restait. Je me suis sentie piégée dans mon propre secret, prisonnière de ma propre décision. J'avais voulu les protéger, mais en faisant cela, je m'étais isolée. Je m'étais condamnée à vivre dans l'ombre, à être constamment comparée et trouvée insuffisante. Le soleil commençait à poindre à l'horizon, peignant le ciel de nuances roses et oranges. Un nouveau jour se levait, mais pour moi, il apportait la même fatigue, la même douleur, le même fardeau. Mais quelque chose avait changé en moi. La phrase de Clara, aussi douloureuse soit-elle, avait agi comme un catalyseur. Elle m'avait poussée au bord du précipice, mais elle m'avait aussi donné la force de réagir. Je ne pouvais plus continuer ainsi. Je ne pouvais plus vivre dans l'ombre, dans le silence, dans la peur du jugement. Il était temps de briser ce mur, de révéler la vérité, même si cela signifiait affronter leur pitié, leur inquiétude, leur incompréhension. Je ne savais pas comment ils réagiraient. Je ne savais pas si ma mère pleurerait, si mon père serait en colère, si Clara me regarderait avec un mélange de choc et de culpabilité. Mais je savais que je ne pouvais plus porter ce secret seul. Il me rongeait de l'intérieur, me privait de ma joie de vivre, m'empêchait d'être moi-même. La vérité, aussi effrayante soit-elle, était la seule voie possible. La seule voie vers la liberté, vers la guérison, vers une vie authentique. Je me suis levée, mes muscles protestant à chaque mouvement, mais une détermination nouvelle m'animait. Je devais parler. Je devais leur dire. Pour moi. Pour eux. Pour que cette phrase « C'est pour cela que ta sœur est meilleure que toi » ne soit plus une condamnation, mais une opportunité de comprendre, de pardonner, de se reconnecter. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais je n'étais plus seule. Je ne pouvais plus l'être. Le lendemain matin, le poids de ma décision pesait sur mes épaules, mais c'était un poids différent, celui de l'anticipation, non plus de l'écrasement. J'avais passé la nuit à répéter les mots, à imaginer leur réaction, à me préparer au pire, mais au fond de moi, une lueur d'espoir persistait. L'espoir d'être enfin comprise, d'être acceptée telle que j'étais, avec mes faiblesses et mes forces invisibles. J'ai attendu le moment propice, le dîner, le même cadre qui avait été le théâtre de ma douleur la veille. Il fallait que ce soit là, pour boucler la boucle, pour transformer ce lieu de souffrance en un lieu de vérité. Mes parents et Clara étaient déjà à table quand je suis arrivée, l'air un peu tendu, comme si l'écho de la veille planait encore dans l'air. J'ai pris ma place, mon cœur battant la chamade, mais ma voix était étonnamment calme quand j'ai commencé à parler. Je dois vous dire quelque chose d'important. Le silence est tombé, lourd, attentif. Leurs regards se sont posés sur moi, curieux, inquiets. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à raconter. Tout. Le début des symptômes, l'errance médicale, le diagnostic de la fibromyalgie, les douleurs, la fatigue,
le brouillard cérébral, les sacrifices que j'avais dû faire, les rêves que j'avais dû mettre de côté. J'ai parlé de ma peur de leur réaction, de ma décision de garder le secret pour les protéger, et de la solitude que cela avait engendrée. J'ai parlé de la comparaison constante avec Clara et de la douleur que cela me causait, surtout quand elle ne savait pas la bataille que je menais chaque jour. Ma voix a tremblé à plusieurs reprises. Les larmes ont menacé de couler. Mais je me suis accrochée, déterminée à aller jusqu'au bout. J'ai vu les visages de mes parents se transformer, passant de l'inquiétude à la tristesse, puis à une profonde compassion. Ma mère a posé sa main sur la mienne, ses yeux remplis de larmes. Mon père, d'habitude si réservé, avait les yeux rougis, un signe de son émotion. Et Clara. Son visage était un mélange complexe de choc, d'incrédulité, puis de culpabilité. Elle m'écoutait, le souffle coupé, ses yeux fixés sur moi, comme si elle me voyait pour la première fois. Quand j'ai eu fini de parler, un silence pesant a rempli la pièce. Un silence différent de celui de la veille. Un silence de compréhension, de révélation. « Amélie » a murmuré ma mère, sa voix brisée par l'émotion. « Pourquoi? Tu ne nous as rien dit? Pourquoi tu as porté ça toute seule? » « J'avais peur, maman, » ai-je répondu, ma voix un peu plus ferme maintenant. « Peur de votre inquiétude, peur de votre pitié, peur d'être un fardeau. » Clara, qui était restée silencieuse, a finalement pris la parole, sa voix à peine un murmure. « Je suis tellement désolée, Amélie. Je ne savais pas, je n'avais aucune idée. J'ai été tellement stupide, tellement égoïste. » Ses yeux étaient remplis de larmes, des larmes sincères, des larmes de regret. Je t'ai toujours vue comme ma petite sœur un peu perdue, un peu rêveuse, qui ne trouvait pas sa voie. Je n'ai jamais imaginé que tu traversais ça. Elle s'est levée, a fait le tour de la table et m'a serrée dans ses bras, fort, très fort. C'était la première fois depuis des années que nous nous étreignions ainsi, sans retenue, sans comparaison, juste deux sœurs, unies par la douleur et le pardon. J'ai senti ses larmes mouiller mon épaule, et les miennes ont coulé librement, des larmes de soulagement, de libération. « Ce n'est pas grave, Clara, » ai-je murmuré, ma voix étouffée par l'émotion. Tu ne pouvais pas savoir. Mes parents nous ont rejointes, nous serrant tous les trois dans une étreinte collective, un moment de pure tendresse, de réconciliation. C'était comme si un poids immense venait d'être soulevé de mes épaules, un fardeau que j'avais porté seule pendant trop longtemps. La vérité, aussi difficile soit-elle à prononcer, avait libéré tout le monde. Les jours et les semaines qui ont suivi ont été un processus de guérison, non seulement pour moi, mais pour toute la famille. Mes parents ont appris à comprendre ma maladie, à respecter mes limites, à m'offrir un soutien inconditionnel. Ils ont cherché des informations, des groupes de soutien, des moyens de m'aider. Ils ont compris que ma fatigue n'était pas de la paresse, que mes oublis n'étaient pas de la négligence, que mes difficultés n'étaient pas un manque de volonté. Clara et moi avons commencé à construire une nouvelle relation basée sur l'honnêteté, l'empathie et le respect mutuel. Elle a cessé de me comparer, de me juger. Au lieu de cela, elle m'a offert son écoute, son aide, sa compréhension. Elle a même commencé à m'accompagner à mes rendez-vous médicaux, à mes séances de physiothérapie, à mes groupes de soutien. Elle a vu de ses propres yeux la réalité de ma maladie, la force qu'il me fallait pour affronter chaque jour. Elle a compris que ma faiblesse apparente était en réalité une force incroyable, une résilience que peu de gens possédaient. Elle a même utilisé son réseau professionnel pour m'aider à trouver des opportunités de travail plus flexibles, plus adaptées à mon état de santé, des projets artistiques qui me permettirent de créer à mon propre rythme sans la pression constante de la performance. Elle est devenue ma plus grande supportrice, ma meilleure amie, ma confidente. La jalousie et l'amertume ont fait place à un amour profond et sincère, un lien indéfectible. Cette épreuve m'a appris que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Que le secret, même bien intentionné, peut devenir une prison. Et que la vérité, même douloureuse, est le seul chemin vers la liberté, vers la connexion humaine, vers une vie authentique. J'ai appris à m'accepter telle que je suis, avec mes limites et mes défis. J'ai appris à demander de l'aide, à ne plus avoir honte de ma maladie, à ne plus me sentir coupable de ne pas être normale. La phrase de Clara, « C'est pour cela que ta sœur est meilleure que toi », résonne encore parfois dans ma tête, mais elle n'a plus le même pouvoir.
Elle est devenue un rappel de la distance que nous avions parcourue, de la guérison que nous avions trouvée, de l'amour qui nous avait réunis. Elle est devenue le point de départ d'une nouvelle ère pour notre famille, une ère de transparence, de soutien, de compréhension mutuelle. Je suis Amélie et j'ai appris que la plus grande bataille n'est pas contre le monde extérieur, mais contre les démons intérieurs, les peurs, les secrets que nous portons. Et que parfois, la personne qui vous blesse le plus est celle qui a le plus besoin de comprendre et de pardonner. Cette expérience m'a transformée, m'a rendue plus forte, plus empathique, plus humaine, et je suis reconnaissante pour chaque étape de ce chemin, même les plus douloureuses, car elles m'ont menée à la liberté, à l'amour, à la paix.